Je peux faire toutes ces choses parce qu'en fait, je les aime toutes. On ne peut pas me demander de choisir entre mon job à MTN et mes formations, et ma chronique, et ma fille, mon mari, mon blog. Je m'appelle Mariama Diallo, j'ai 25 ans, je suis guinéenne de nationalité. Je suis mariée, j'ai une fille de 6 ans. J'ai fait des études en marketing management. Actuellement, je travaille à MTN Guinée en tant que brand manager in communication. À côté, je fais des formations sur le marketing digital avec le programme Boost avec Facebook, Afrique francophone. Je suis aussi blogueuse, chroniqueuse et des fois, je fais des consultations en marketing digital pour les entrepreneurs guinéens. J'ai grandi ici, en Guinée. J'ai fait mon collège et mon lycée au lycée Sainte-Marie de Dixine. J'ai grandi à Sangoya, mais en fait, souvent, je dis à mes amis que je suis, ou à mes connaissances que je suis une enfant salon, parce qu'en fait, c'était école-maison, maison-école. C'était ça ma vie. Après le bac, je me suis mariée, j'ai intégré l'ISCAEG, donc j'ai fait 3 ans là-bas. Ensuite, j'ai eu une bourse de mérite et je suis partie au Maroc où j'ai fait 3 autres années. J'ai fait mon master au Maroc. Alors, j'ai fait d'abord une première année à l'ISCAE Casablanca, donc j'ai fait une maîtrise. Ensuite, j'ai soutenu mon mémoire, puis je me suis réinscrite dans une autre école où j'ai fait un diplôme parallèle. J'ai fait master en marketing management et en administration des affaires de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. J'ai adoré le Maroc, ça s'est super bien passé. J'ai adoré ma première année, donc mon année à l'ISCAE parce que j'étais au campus. C'est ma meilleure année. On était entre communautés, il y avait aussi une communauté noire, africaine. J'ai eu des amis togolais, camerounais, gabonais, ivoiriens et tout ça, c'était vraiment super de découvrir ces autres cultures-là. Après, professionnellement au Maroc en tant qu'étudiante noire, je pense que moi, j'ai pas eu de problème parce que j'ai eu la chance d'intégrer des grandes entreprises. Pendant même mon Master 2, j'ai eu mon premier contrat. C'était super. Moi, je pense que ça s'est super bien passé. J'aime beaucoup le Maroc. C'est un pays assez intéressant touristiquement et culturellement, économiquement. La deuxième année, j'y suis allée avec ma fille. Elle faisait aussi ses cours là-bas pendant que je faisais mon Master 2. Je pense qu'on a trouvé nos petites marques, notre petite routine. C'était super. Durant tout mon cycle, donc les 5 années d'études que j'ai eu à faire, j'ai fait des stages. Souvent, je dis que j'ai jamais eu de vacances depuis mon bac. Parce que les 3 mois de vacances, je les faisais en entreprise. J'ai d'abord commencé à Ecobank ici où j'ai fait 3 mois. J'ai encore refait Ecobank. Ensuite, je suis partie au Maroc pour mon année de maîtrise. Je suis rentrée, j'ai intégré l'équipe de Guilab pour 3 autres mois. Donc c'était un stage de projet de fin d'études. J'ai fait mon mémoire, je suis retournée au Maroc. Et au Maroc, là-bas, en fait, j'ai intégré Yamaha. Donc c'est une multinationale qui fait tout ce qui est instruments de musique, des moteurs pour les bateaux et tout. J'étais toujours dans le marketing et j'ai quitté Yamaha pour enfin travailler pour une PME qui fait dans les finances, qui faisait de la formation en haute finance, il faisait des locations d'espaces de coworking et il faisait aussi de l'événementiel, donc des événements vraiment premium. J'ai été assistante communication digitale. Je travaillais directement avec le management. Je pense que le plus gros projet là-bas, c'était l'événement qu'on a fait sur le congrès international des dirigeants, DAF et DG. C'était un congrès où on a parlé du dirigeant du futur, d'intelligence artificielle, d'objets connectés. C'était une magnifique expérience. J'ai eu à élargir mon carnet d'adresses. Je pense que mon intégration professionnelle au Maroc s'est super bien passée. Quand je suis allée, on me disait que oui, en tant que noire, on ne pouvait pas trouver du travail. On pouvait faire que les centres d'appel. Moi, je ne suis pas passée par là. Je pense que ça dépend de comment est-ce qu'on se vend. Je faisais beaucoup de carrefours, de salons de rencontres, de recrutement. Et peut-être aussi mon activité sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, a fait que j'ai quand même un grand réseau. J'attends pas à ce qu'on me tende la main, je l'arrache carrément. Et si je fais pas attention, je t'arrache le bras en même temps. Alors mon retour en Guinée s'est fait juste après ma soutenance. Quand j'ai validé mon mémoire, je suis rentrée parce que la famille est là, mon mari est là, ma fille était rentrée entre-temps. Quand je suis rentrée, j'étais contente de voir la famille. Mais quand je suis arrivée en Guinée, je me suis dit, oula, est-ce que c'était vraiment la bonne décision? Parce que
Encore une fois, j'ai fait du marketing, j'ai fait de la com digitale et je travaillais dans une entreprise où 100% de la communication était digitale. Donc il n'y avait pas de médias traditionnels et tout ça. Et en plus de ça, je faisais déjà des consultings en marketing digital. Quand je suis rentrée en Guinée, je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir m'épanouir professionnellement? Il y a un super gros gap. C'est vrai que j'ai fait que 3 ans au Maroc, mais ça reste quand même 3 années. Je pense que quand on quitte un endroit, même si c'est juste pour une semaine ou un mois, on ressent la différence. Quand je suis rentrée déjà socialement, c'était un peu compliqué. Tu as l'impression que tout est super lent. Internet, au trafic, l'administration, enfin tout ce que tu essaies de faire, ta vie ralentit. Professionnellement, je me posais beaucoup de questions parce que j'étais à un niveau où je venais de finir mes études. Je suis convaincue que je suis encore à un moment de ma vie où je dois apprendre, où je dois prendre quelque chose venant des gens, bien sûr que je vais donner. Je me disais que digitalement, je pense pas que je puisse apprendre en Guinée parce qu'on est encore à un état vraiment embryonnaire ici. J'avais peur pour ma carrière, d'autant plus que j'avais déjà commencé à travailler au Maroc. Je me posais vraiment beaucoup de questions. Tout ça a fait que j'ai à un certain moment un peu regretté mon retour, mais entre-temps, j'ai eu une super belle opportunité. Je me suis dit, pourquoi pas? Et si on essayait voir? Donc, j'étais pas vraiment sûre à 100% quand j'ai intégré l'entreprise pour laquelle je travaille actuellement. Mais au fur et à mesure, et peut-être parce que c'est une multinationale et que je suis dans un environnement vraiment multiculturel où on travaille avec d'autres opérations dans d'autres pays, j'ai continué d'apprendre. Puis j'ai eu l'opportunité avec Facebook. Les formations sont pour moi aujourd'hui un élément essentiel pour me maintenir en fait sur le cap pour le digital parce qu'on sait que ça bouge vraiment beaucoup. Au fur et à mesure, j'ai fini par m'y faire. Je pense toujours à partir des fois, mais au moins je suis sûre qu'au début, je me disais que c'était pas la bonne décision, mais aujourd'hui ça va. Je dis alhamdoulilah. La Guinée reste ce qu'elle est et on l'aime ou on l'aime pas, mais elle est ce qu'elle est. Je fais partie de l'équipe de MTN Guinée, c'est une société de télécommunications. Je l'ai intégrée en janvier 2019 en tant que spécialiste brand and com. Pour faire simple, j'étais chargée des médias, tout ce qui était TV, radio, panneaux d'affichage, et aussi de l'agence, donc de l'advertising, de l'agence de communication, parce qu'on a une agence avec laquelle on travaille. J'étais dans une équipe super sympa, super jeune et tout ça. 2 ans après, aujourd'hui, je suis manager brand and com. Je suis on va dire la chargée de communication globale. Maintenant, j'ai une équipe qui est super aussi, super jeune et super dynamique. Pour parler de ce que je fais vraiment, disons que je m'occupe de la stratégie de communication de l'entreprise, de la gestion de la marque, de la communication en elle-même. Mais à côté, voilà, j'ai mes collègues, donc mon équipe, on travaille sur tout ce qui est communication, sur le digital, les événements, communication, du trade marketing, des médias et tout ça. C'est vraiment tout l'aspect communication d'une entreprise. En fait, mon expérience en tant que blogueuse est une expérience assez drôle. C'est vraiment quelque chose qui est venu comme ça. Je ne l'ai pas vraiment préparé. Je suis passionnée par, je pense, l'humain. Je suis passionnée d'art à la base, d'accord? Donc j'aime beaucoup l'art. J'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup discuter, j'aime beaucoup apprendre des gens. Donc je me suis dit que le blog, c'était vraiment une façon pour moi de donner le peu que j'ai à la jeunesse guinéenne qui était là. L'idée derrière le blog Mia Secret sur WordPress, c'était un blog où j'allais partager des sujets liés sur l'insertion professionnelle en se basant sur mon histoire, mon vécu. Comment est-ce que j'ai fait pour réussir toutes ces insertions professionnelles. La vie académique, parce que j'ai eu aussi une vie académique assez mouvementée avec tous ces va-et-vient et d'autant plus que j'étais mariée. Ma vie de jeune maman, je voulais aussi partager comment est-ce que je gère tout ce que je fais et le fait d'être mère, épouse, belle-fille, etc. Après, il y avait des divers, quoi, donc ça dépendait vraiment du sujet qui me venait en tête. Comme ça, je suis partie sur Google et j'ai tapé création de blog, on m'a sorti un truc WordPress. Mon blog, je l'ai fait moi-même, je suis pas spécialiste en web design, etc. Parce qu'en fait, il y a WordPress qui te donne des templates. Donc, j'ai juste rempli, j'ai choisi le thème que je voulais. Le seul truc pour lequel j'ai vraiment galéré, c'était pour joindre mes réseaux sociaux sur le blog. Mais Google m'a aidé et j'ai téléchargé les émoticônes, j'ai collé ça là-bas. J'ai écrit mon premier article, enfin mon premier billet qui parlait de moi, de mon parcours, de pourquoi le blog et tout ça. Et ensuite, j'ai écrit d'autres billets. Aujourd'hui, ça fait quand même un moment
que je n'écris pas sur le blog. J'ai continué de faire du blogging, mais sur mon compte Instagram. Je continue toujours de partager ce que j'ai à partager, donc Instagram et LinkedIn, parce que je voulais vraiment prendre le temps de refaire le site, le rendre beaucoup plus professionnel, parce que je l'ai fait comme ça, sans nom de domaine, rien du tout, toute seule. Donc je voulais rendre ça un peu plus professionnel. J'ai des projets pour le blog, mais pour l'instant, je suis encore sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn, où je parle des sujets, des thèmes, des différentes thématiques que je viens de citer. Et le nom Mia's Secret, donc les secrets de Mia, secret parce que je parle de moi, c'était vraiment des astuces et des conseils. Voilà la thématique, voilà moi ce que j'ai fait pour pouvoir réaliser telle ou telle autre chose. Et Mia parce que mes amis m'appellent comme ça depuis 2008, c'est mon petit surnom pour les intimes. Ma chronique, c'est ma plus belle histoire. Je souris même en y pensant. C'est une histoire qui a commencé en janvier 2018. Je pense que c'est toujours dans le chemin de l'art. Je suis une romantique née. J'aime beaucoup les histoires d'amour. Je vois la vie de mariage de façon très romantique. J'ai une amie qui est devenue une sœur aujourd'hui, qui a vécu une histoire qu'on aimerait toutes vivre. Un amour d'enfance en fait qui devient l'amour. J'ai trouvé super belle son histoire et je me suis dit, et si on racontait l'amour différemment. C'est vrai qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux en Guinée, il y avait plein de choses qui n'étaient pas forcément super agréables. Je me suis dit, je vais mettre un peu de l'amour dans le fil d'actualité des gens. Et ma première histoire, c'était la sienne. Ma chronique s'appelle Les Chroniques de Maya. Un amour éternel, parce que c'était le titre de la première chronique. Un amour éternel ou un amour qui finit pas. J'ai voulu écrire cette histoire parce que je voulais, on va dire, donner un témoignage que ce genre d'amour, il existe vraiment et que je connais quelqu'un qui l'a vécu. Sinon, en général, cette chronique, ce sont des histoires, donc c'est une sorte de série littéraire inspirée de faits réels. Tout n'est pas forcément vrai, mais le corps de l'histoire reste vrai. Et je profite aussi de cette chronique-là pour dénoncer certains faits de nos sociétés africaines, que ce soit le mariage forcé pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Qu'il y a une chronique qui parlait de cela. Le mariage précoce, le divorce, la polygamie, etc. etc. Je m'inspire d'histoires vraies des gens comme vous et moi pour raconter en fait. Parce que souvent, on traverse des choses et on n'a pas forcément des réponses aux questions qu'on se pose. On se dit oui, peut-être que quelqu'un a déjà vécu ça. Et comment est-ce que la personne a pu surmonter cela? Donc ça te donne toujours un repère sur lequel tu peux te baser pour trouver des réponses aux questions auxquelles tu te poses. Aujourd'hui, on est plus de 23 000, je pense, sur la chronique. Enfin, la dernière fois, ça fait quand même un moment. Contenu de qualité. On me lit même en Chine. Mais voilà, j'ai 23 000 bébés, je les appelle mes bébés, qui sont super. C'est vrai que j'ai déserté la chronique, ça fait maintenant des mois. J'arrivais pas vraiment à rester focus et sur mon travail et sur la chronique, parce que ça prend beaucoup de temps d'écrire. Une suite, donc un chapitre, me prend au moins 5 heures. Donc c'est 4 heures d'écriture et 1 heure de correction. Il y a encore des fautes. Des fois j'écris toute la nuit, donc c'était quand même un peu compliqué. Donc j'ai mis une petite pause. Il faut savoir dire stop quand ça devient intenable. J'ai mis une pause pour pouvoir écrire plus tranquillement. Je postais au fur et à mesure que j'écrivais. Donc là j'écris, je stocke. Une fois que j'aurai fini la prochaine chronique, je vais la poster et là je ferai que balancer des suites. Comme ça on ne va pas me dire « Ouais Maya, t'as disparu, ça fait 1 semaine, 2 semaines, on te voit pas, on veut la suite !» Le rêve que j'ai fait cette nuit, je parlais avec une maison d'édition parce qu'en fait il y a une chronique qui a suscité énormément d'engouement, c'est la chronique de Jamila où j'ai écrit un tome 1 et un tome 2. Toute une chronique, ça me fait à peu près 150 pages Word, donc imaginez 2 tomes. Je leur ai balancé ça comme ça et ils m'ont rappelé pour me dire « Ouais, c'est super intéressant et tout ça, on veut travailler avec toi ». C'était dans mon rêve, hein. Mais comme quoi les rêves peuvent devenir réalité, donc pourquoi pas un jour. J'adore la formation parce que ça te permet de découvrir plein de choses, plein de personnes. Souvent, on voit l'aspect, voilà la salle, voilà les gens, il y a le formateur qui partage, mais en 1 heure, on apprend tellement, nous-mêmes en tant que formateurs. J'aime beaucoup tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est confiance en soi, tout ce qui est lié à la sérénité intérieure, à l'amour propre, à l'amour pour soi-même. J'aime beaucoup parce que pour quelqu'un qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup de choses à côté,
C'est très important de prendre du temps pour soi. Et vu que tout ce que je fais pour moi-même, j'aime bien le partager avec les gens. Donc j'organise souvent des ateliers, donc c'est pas forcément une formation. Le dernier que j'ai fait, c'était en mars, pendant la fête de la femme. Ensuite, il y a eu Corona, donc j'ai pas pu le faire. Mais c'était une soirée super magnifique, super intime. Je pense qu'on était une quinzaine de jeunes femmes. Ça s'appelait Se pardonner. On s'est juste retrouvés quelque part où on a essayé de parler à cœur ouvert sur quelque chose qui nous pesait et qu'on a décidé en fait de se pardonner, de s'infliger ces douleurs-là et de passer à autre chose. Dit comme ça pourrait paraître assez abstrait, mais au fond, tu sors de là tellement plus guéri, grandi et soulagé. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait faire souvent ici en Guinée. Il n'y a pas trop ce genre d'événement ou ce genre d'initiative. Et je sais qu'on parle souvent de la santé physique, mais la santé mentale, c'est quelque chose de très important. Et ça commence par le développement personnel, par l'amour qu'on a pour soi-même. Ah, j'adore cette phrase. Faites ce que vous aimez, faites-le tous les jours. Oui, oui, oui et oui et oui. Parce que là, tout à l'heure, dans ma présentation, j'ai dit plein de choses. Je peux faire toutes ces choses parce qu'en fait, je les aime toutes. On ne peut pas me demander de choisir entre mon job à MTN et mes formations, et ma chronique, et ma fille, mon mari, mon blog, et la musique. Demain, je vais écrire un livre, c'est ce que j'aime. Je ne ressens pas vraiment le travail. Quand je fais tout ça, je m'amuse en fait. Au fond, je m'amuse au travail. J'adore mon travail. J'adore aller tous les jours au bureau, valider des coms, valider des créas, écrire un spot, TV, radio, aller en production, faire des émissions interactives, passer à la télé et tout le reste. J'adore écrire. Comme j'ai dit, c'est 5 heures. Je peux passer toute la nuit devant mon PC en train d'écrire. Et après, quand je vois les commentaires, je me dis, ah, ma vie est pleine. Et je pense que derrière tout ça, c'est le fait que je fais ce que j'aime. Et donc, faites-le tous les jours. Si on peut le faire tous les jours, ça serait super. J'adore la personne qui a fait cette robe. C'est ma plus vieille amie, je l'appelle comme ça. On se connaît depuis le bac à sable. C'est rare de voir des amitiés qui perdurent et qui défient le temps. Et j'adore son courage. J'adore le fait qu'elle se dise en fait, voilà ce que j'aime et je vais me donner les moyens pour faire ce que j'aime. Elle s'appelle Aïcha Cherif. Elle a une marque de vêtements, Sharifa Création. Donc elle est dans le fashion design. C'est elle qui a fait ma robe. C'est elle qui fait d'ailleurs toutes mes robes. Et j'essaie de porter ses créations autant que faire se peut, en tout cas. Et je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et qui fait ce qu'elle aime. Je sais qu'elle coud toute la nuit, qu'elle se pique et qu'elle pleure. Et qu'elle coud quand même. Tout ça, c'est parce qu'elle aime ce qu'elle fait. Je pense que tout le monde devrait faire ce qu'il aime. Si t'aimes pas ton job, quitte-le. Fais ce que t'aimes. Cette question, elle revient souvent, mais j'ai pas vraiment de question. Il n'y a pas de formule miracle. J'ai eu ma fille super tôt, je l'ai eu à 19 ans, j'étais en première année de fac, j'étais enceinte, mais j'ai eu de bons résultats, même si je dormais en classe. La réponse à ça, c'est mon mari, ce qui m'a beaucoup supportée, le fait de faire les tâches ménagères. Par exemple, quand je rentrais de l'école et que j'étais fatiguée, par le fait qu'il n'était pas vraiment très pointu sur plein de choses, sur le boost, le support psychologique, mental, émotionnel et tout ça. Ma fille aussi, c'est quelqu'un de compliqué. Mais c'est une enfant pleine de vie. Il y a aussi la famille qui aide beaucoup. Mes parents, mes beaux-parents. Donc je la balance de gauche à droite. Vu qu'elle n'est pas compliquée, là, ça va. Mais je pense que c'est plus mon mari. Alors je dis pas qu'il a la même vision que moi. Il comprend ou il supporte mes passions. Il ne m'a jamais dit non, 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 ça c'est trop, essaie de te focus sur ça. Il m'a toujours dit si tu veux le faire, bah vas-y, fais-le. Ou il me dit don't be good, be great. Ne sois pas bien, sois meilleur. C'est comme ça en français. Donc il est tout le temps là en train de me pousser. Ça n'a jamais été un problème, ma vie de couple, ma vie de maman. Peut-être un peu la vie familiale, parce que dans nos sociétés africaines, l'aspect social compte beaucoup. Donc, c'est des baptêmes par-ci, des mariages par-là, alors que moi, en semaine, je travaille pour mon employeur et les week-ends, je travaille pour moi. Mes parents, ils comprennent pas tout le temps, ma maman. Elle me dit que je travaille trop. Je comprends, en fait. Je pense qu'elle a peur que je rate l'éducation de ma fille. Mais un enfant, il faut tout un village pour l'élever. Je sais que je suis pas la seule derrière. Il y a elle, mon mari, ma belle famille, les voisins, les amis. Elle a des tontons partout. Donc voilà. C'est ma grande sœur. Ma grande sœur, elle m'inspire énormément. C'est l'aînée de la famille. On est 11. Donc imaginez un peu le poids d'être aînée. Elle a 10 frères et sœurs. C'est déjà beaucoup. En plus, elle est mariée. Elle a 2 adorables petites filles. Elle a une carrière de rêve. Moi, j'adore. Elle est super intelligente. Elle a travaillé pour de grandes entreprises. Actuellement, elle vit au Canada avec sa famille, mais elle a une super belle carrière là-bas. Et j'adore comment elle arrive à gérer. Je sais que c'est pas forcément évident pour l'avoir vécu. Je pense qu'elle gère bien
sa famille, ses enfants. Elle fait en sorte en fait qu'on reste vraiment en famille et tout. J'aime beaucoup son côté-là et j'adore son côté professionnel. C'est quelqu'un de très intelligent, très professionnel et tout ça. Moi, je veux être comme elle. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes carrières. En plus, elle a fait finance. Pour moi, quelqu'un qui fait finance, il faut vraiment avoir la tête et tout ça, les chiffres, moi, je comprends pas. Elle m'inspire beaucoup, ma grande sœur. Je pense que je lui ai dit juste une fois. J'ai fait un article en billet de blog sur elle un jour. Je pense que ça prouve à quel point je la regarde comme ça. J'espère que mes petites sœurs me regardent aussi comme ça, ou peut-être qu'on regarde toute ma grande sœur en même temps. Mais oui, ma grande sœur m'inspire beaucoup. C'est quelqu'un de formidable. Elle s'appelle Kadiatou Diallo.